J'ai récemment repris la course à pied après presque 10 ans d'arrêt et aujourd'hui dans ce podcast, je vais te partager tous mes conseils si tu veux débuter ou reprendre la course à pied, peu importe ton niveau actuel. On verra notamment par où il faut commencer quand tu veux courir ou recourir. On va voir les différents leviers de progression que tu peux utiliser et comment les utiliser dans ta situation. Je vais te parler aussi de respiration, de renfort spécifiques pour la course à pied, des exercices que moi j'utilise avant chaque course et bien plus. Mais avant ça, je te parle un petit peu de mon histoire pour que tu connaisses la situation dans laquelle je me trouve, parce que forcément, chaque cas est différent, chaque situation est différente et le contexte dans lequel tu te trouves est extrêmement important pour jauger et pour optimiser ta progression en course à pied. Donc personnellement, j'ai toujours couru étant jeune, j'ai fait du foot avant d'avoir 10 ans et après quelques années à m'amuser avec des sports de combat, judo, karaté, kung-fu, mon frère m'a invité à participer à une séance de rugby. Il avait déjà rejoint le club du RC Nyon dans la ville où on a grandi et moi j'adorais courir et il m'a dit viens à l'entraînement, viens voir ce que ça donne et j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite adoré et j'ai joué au rugby pendant plusieurs années de mes 17 ans jusqu'à mes 22 ans à peu près et comme je t'ai dit, courir c'était ma came. J'étais rapide, j'étais très rapide, j'étais le plus rapide de l'équipe. Florian était très rapide aussi. Flo, si tu écoutes ce podcast, salutations à toi. Flo était très rapide aussi, mais j'étais un des plus rapides de l'équipe. Par la suite, quand je suis parti au Canada et que j'ai joué là-bas à Burnaby, le Burnaby Rugby Club, là aussi j'étais dans les 2-3 plus rapides sur un groupe de 50 bonhommes. Donc courir vite, je savais faire. Alors que j'avais pas forcément d'entraînement spécifique en sprint ou quoi que ce soit, j'adorais juste courir. Je suis fait pour aussi, j'ai des longues jambes, des longs segments, j'ai un torse qui est assez court, pas optimisé pour les squats, mais clairement optimisé pour la course à pied. Et en termes de distance, en termes de temps, on sortait plusieurs fois par semaine courir avec mon frère. On prenait la balle de rugby, on sortait faire un footing, on se faisait des passes, on faisait des accélérations. Quand je voulais courir, je sortais courir. Au rugby, j'y allais 1h30, 2 heures avant l'entraînement. Je faisais de la muscu pendant 1 heure, ensuite je courais pendant 1 heure à taper des balles, à rattraper des balles, juste pour moi parce que j'adorais ça. Et ensuite je m'entraînais, donc je courais beaucoup et j'adorais ça. Je pouvais facilement sortir, faire 12-15 bornes et pas vraiment avoir de séquelles le lendemain. Donc j'étais vraiment en très très bonne condition physique et la course à pied c'était vraiment quelque chose que je faisais de manière très très naturelle. Mais par la suite j'ai changé un petit peu d'orientation sportive. Après le rugby, je suis passé sur le crossfit, je suis passé sur l'haltérophilie et j'ai complètement arrêté de courir. À la suite de ça, je me suis blessé pour cause de mauvaise gestion de la charge d'entraînement, surcharge de stress, de travail, manque de sommeil, tous ces facteurs qu'on connaît bien, empilés les uns avec les autres. Je me suis blessé, je me suis fait mal au dos, j'avais une grosse hernie pendant plusieurs années qui m'a vraiment restreint dans mon mouvement, dans mon expression physique, qui a été une période très très difficile dans ma vie et ça s'est résolu, je l'ai résolu ces 2 dernières années, notamment avec en reprenant sur les bases, le sommeil, la nutrition, la gestion du stress, travailler un petit peu moins que ce que je faisais avant et surtout faire le travail que j'avais besoin de faire, donc mobilisation, on va dire étirement, mobilisation 2 fois par jour, tous les jours. Depuis l'été dernier, ça fait bientôt 1 année maintenant que j'ai mis cette routine en place et pour moi, ça m'a vraiment changé la donne complètement. Et donc à la suite de ça, moins de douleur au dos, une capacité à reprendre l'activité physique et là, j'ai repris la course à pied depuis la fin de l'année dernière, donc ça fait bientôt 6 mois que j'ai repris et j'ai quand même beaucoup de choses à gérer au quotidien entre la maison, entre le travail, etc. Donc je fais au mieux avec ce que j'ai. J'ai pas un plan qui est extrêmement rigide, mais je sais où je vais avec ce que j'essaie de faire. Mon objectif étant de prendre du plaisir et de reprendre la course à pied sans me blesser, sans griller les étapes. J'ai pas d'objectif de courir un Aerox ou un 10 kg ou quoi que ce soit à l'heure actuelle. Mon but c'est juste de courir et de le faire régulièrement
et de le faire en santé. Donc, dans ce podcast, je veux te partager les principes que j'utilise et les leviers que toi aussi tu peux utiliser pour calibrer ta progression. Encore une fois, je pense que c'est important de se dire que tout le monde commence à un endroit différent. Moi, j'ai déjà des années et des années de course à pied derrière moi, même si je me suis arrêté pendant 10 ans. Alors forcément, l'arrêt prolongé va faire qu'il y a certaines choses que je dois faire attention. Prendre en compte mon poids, prendre en compte mon historique de blessures, etc. Mais si tu n'as jamais couru, eh ben, peut-être que tu es dans une situation différente. Peut-être que tu as couru dans le passé, tu t'es arrêté pour d'autres raisons et tu reprends maintenant. Donc, encore une fois, pense vraiment à ta situation parce que ça va t'aider à prendre les bonnes décisions. Donc, pour aborder la première question que j'avais, comment débuter à courir et si je dois le résumer en un mot, c'est progressivement. Progressivement. Parce que ce qu'il faut comprendre avec la course à pied, contrairement au vélo par exemple, la course à pied est un sport porté. C'est-à-dire que tu vas taper le sol avec ton poids du corps et même plusieurs fois ton poids de corps selon la vitesse à laquelle tu avances à chaque fois que tu poses le pied par terre. Et ça, c'est un facteur, le facteur mécanique, le facteur structurel qu'on oublie trop souvent ou alors qu'on néglige. Parce qu'il y a le facteur physiologique, métabolique, les zones, le RPE, tout ça, très très important, mais c'est un seul côté de la pièce. L'autre côté de la pièce, c'est la charge mécanique de la course à pied. Et ça, quand tu penses à la course à pied, et pour les coachs qui regardent, quand tu penses à programmer la course à pied, il faut vraiment avoir ces deux côtés de la pièce en tête en même temps. Et c'est ça qui va te permettre de prendre les bonnes décisions au niveau de la progression. Et donc, je te parlerai un petit peu plus tard de comment tu peux jouer sur ces leviers, le levier métabolique, le levier mécanique. Mais en gros, pour moi qui reprends la course à pied, et je dirais que ça, c'est pour la majorité des débutants, c'est le facteur mécanique qui va potentiellement être limitant. Quand je dis limitant, ça ne veut pas dire que ça t'empêche de courir. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce curseur qu'il ne faut pas pousser trop haut, trop vite. Parce que ce qui se passe, c'est que dans la course à pied, et ça je pense que c'est un bon point de départ pour réfléchir, on reviendra après sur les exercices à faire, etc. J'en ai même filmé quelques-uns tout à l'heure que je te mettrai à l'écran le moment venu. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre avec la course à pied, c'est que c'est un mouvement, j'appelle ça de la pliométrie extensive. Pliométrie pour saut, simplement, l'effet de rebond, si tu veux bien, et extensif pour faire contraste à l'intensif. L'intensif, c'est des sauts très très intenses que tu vas faire sur une poignée de répétitions que tu ne vas pas pouvoir maintenir sur le long terme. Quelque chose d'extensif, la corde à sauter, c'est de la pliométrie extensive. La course à pied, c'est de la pliométrie extensive. Faire des sauts de cheville sur 10, 15, 20 mètres comme routine d'échauffement en course à pied, c'est de la pliométrie extensive. Et donc, pour moi, la course à pied, c'est une forme de pliométrie extensive. Et qui dit saut, dit penser au bas de la jambe. Tout ce qui se passe en dessous du genou. Donc, à partir du genou vers le bas, en fait, ça, c'est ton ressort. C'est la structure qui va faire que tu peux rebondir ou pas. Et ça, j'en ai déjà parlé récemment, mais je t'invite, si tu as l'occasion de le faire, ou la prochaine fois que tu y vas, d'aller voir une course de Hyrox. Hyrox qui est extrêmement populaire à l'heure actuelle. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce que je t'invite à faire, c'est de te mettre... tu verras où tu veux te mettre, tu peux te mettre n'importe où, typiquement, mais regarde les gens qui courent. Regarde les gens qui courent et observe les foulées que tu vas voir. Et je ne te demande pas de décortiquer au niveau biomécanique ce qui se passe. Non, simplement regarde comment les gens posent le pied au sol. Et essaye de te poser la question quand tu regardes quelqu'un courir, est-ce que la personne, elle rebondit ou est-ce qu'elle s'écrase? Et ça, tu vas le voir très très clairement. C'est pas juste forcément une histoire de poids de corps, c'est pas juste une histoire de taille. Ça a surtout à faire avec l'expérience en course à pied notamment. Tu vas voir la manière dont rebondit un footballeur quand il court. Tu vas voir la manière dont un coureur rebondit quand il court. Et tu vas voir la manière dont un débutant ou quelqu'un qui manque de pratique en course à pied et de force spécifique dans le bas de la jambe et dans le pied, tu vas voir comme il s'écrase au sol. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête quand tu commences la course à pied. Il faut pouvoir rebondir. Et c'est pour ça qu'on viendra sur les exercices qui sont, à mon avis, indispensables sur le pied, sur le bas de la jambe, que moi, je fais avant chaque course à pied, 2 à 3 fois par semaine, et qui m'aident vraiment à faire les choses de manière constructive et de pouvoir courir de manière durable dans le temps. Donc, ça, c'est la limitation structurelle, c'est la limitation mécanique de la course à pied et il faut gérer ce paramètre de manière intelligente. Et ce qui est difficile, c'est que le mur, tu ne le vois pas.
et tu ne le sens que lorsque tu le dépasses. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une limite de charge mécanique que tu peux absorber à un instant T. Quand tu es débutant, ça va être peu. Quand tu as beaucoup d'expérience en course à pied et une pratique régulière et une bonne gestion du volume et de l'intensité, eh ben forcément, tu vas pouvoir en tolérer beaucoup. Mais en gros, tu sais pas que tu en as trop fait avant d'en avoir trop fait. Et typiquement, les premiers signes, ça va être des petites douleurs, que ce soit au pied, que ce soit à la cheville, que ce soit au tibia, que ce soit au genou, que ce soit aux hanches, que ce soit au dos. Parce que toute la force que le sol te restitue lorsque tu poses ton pied au sol, toute la force qui est restituée, si tu n'as pas la structure pour l'absorber, eh ben c'est tes autres articulations ou, encore une fois, ton tibia qui va devoir l'encaisser. Et c'est pour ça qu'on voit autant de périostite, notamment qu'il y a une inflammation de la poche dans laquelle l'os est contenu, si tu veux bien, pour faire simple. Le périoste qui se trouve autour du tibia. Et c'est ça, en fait, qui va s'enflammer du fait de la répétition d'impact et le manque de capacité à encaisser ces impacts. D'accord ? Encore une fois, je ne suis pas là pour te dire que la course à pied, c'est mauvais ou c'est dangereux. Non. Toute chose qui est faite à une intensité ou avec des volumes qui ne peuvent pas être tolérés sur le long terme vont être néfastes et vont engendrer soit des blessures, soit des problèmes. Donc, il faut se poser cette question, qu'est-ce que je peux encaisser comme charge et notamment au niveau de mon tibia, au niveau de mon pied, au niveau de ce rebond, combien je peux en faire sans que ça me pose souci. Et la réponse quand tu débutes, c'est très très peu. La réponse quand tu débutes, c'est très très peu. Et même si tu en fais trop, tu vas pouvoir en faire trop pendant 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines. Mais c'est des choses qui vont te rattraper. Et encore une fois, lorsque là j'ai mal au tibia, là je peux pas vraiment aller courir dans 2 jours, il faut que je me repose quelques jours de plus, ça commence à devenir embêtant. Il faut commencer à faire des exercices spécifiques pour résoudre cette périostite ou les autres problèmes que tu peux avoir. Et là, ça va te retarder dans ta progression. Donc, le maître mot ici, c'est progressivité et c'est le fait de rester un petit peu conservateur avec cette progression parce que, encore une fois, on ne devrait pas être pressé d'arriver quelque part. On devrait pouvoir profiter du temps que ça va nous prendre, le processus pour y arriver et essayer de trouver du plaisir là-dedans. C'est des petites choses, mais c'est des choses simples. Et au final, on se rend compte quand tu l'as assez fait, quand tu as assez chassé les performances, des objectifs, tu trouves que au final, c'est le processus qui est enrichissant. La finalité, c'est une chose, mais le processus, le chemin pour y arriver, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est pour ça qu'on vit au final, nous, en tant qu'êtres humains. Il nous faut une direction, il nous faut des objectifs, il faut qu'on tende vers quelque chose. Et c'est le processus d'aller vers quelque chose qui est enrichissant et qui nous fait grandir. Ce n'est pas forcément d'atteindre l'objectif. L'objectif, c'est, si tu veux, la manifestation concrète de tout le travail que tu as accumulé et de ce processus de progression que tu as suivi. Donc, le maître mot pour débuter, c'est progressivité et vraiment penser à cette charge mécanique que tu peux encaisser. Et on parlera de comment on va structurer les intervalles au départ, comment on va structurer la course à pied. Pour ce qui est de cette charge mécanique, une chose à comprendre, c'est que le temps de course et l'intensité, donc la vitesse à laquelle tu cours, ces 2 facteurs vont avoir une grosse influence sur, en gros, la contrainte mécanique qui est imposée par la course à pied. Donc forcément, quand tu débutes, quand tu n'as aucune base en course à pied, eh ben, on va commencer avec des intervalles qui sont courts et on va commencer à courir lentement. D'accord ? Ça, c'est les 2 points de départ. Et à partir de là, on va pouvoir construire quelque chose dans le temps. Typiquement, personnellement, moi, j'adore commencer avec des 30-30. Alors, quand tu entends 30-30, tu as peut-être l'habitude d'entendre ça dans le contexte du travail de VMA, le travail fractionné à haute intensité. Non, moi, je te parle de 30 secondes de footing et 30 secondes de marche. Ça, c'est le point de départ pour moi. Okay ? Si tu arrives à faire 10 fois 30-30, pour moi, c'est déjà une bonne séance. Une bonne séance de départ, une première séance. Tu me diras, ouais, mais Sean, j'ai couru 5 minutes. Ouais, mais 5 minutes, tu as fait combien de pas par minute ? 160, 170, 180 pas par minute et tu as fait ça x 5. Donc, si tu as fait ça pendant 5 minutes, tu as presque fait 1000 répétitions. 1000 répétitions, c'est beaucoup, surtout pour une première fois. Hein. Donc, j'ai envie de te dire, 5 minutes, c'est pas beaucoup, mais si tu changes l'échelle et que tu regardes le nombre de répétitions, le nombre d'impacts que tu as pris au sol, eh ben, on est presque à 1000. Et donc ça, c'est pas négligeable. Hein. On doit prendre ça en compte. Tu as fait 900 impacts en 5 minutes. Et ben, ça, c'est quelque chose. Hier, tu en as fait 0. La semaine d'avant, tu en as fait 0. Le mois d'avant, tu en as fait 0. Donc de 0 à 1000, il y a un monde. Hein. C'est pas une fourchette, c'est un râteau, comme j'aime bien dire. Donc,
prends ça en considération. Ce n'est pas juste le temps, c'est aussi le nombre d'impacts et le nombre d'impacts par minute que tu cours. Donc, on commence avec cette séance extrêmement simple, 30 secondes de course à basse vitesse et 30 secondes de marche intercalée. S'il faut, tu peux même l'espacer un petit peu plus. C'est-à-dire que tu pourrais très bien, ou tu peux faire même un peu moins, d'accord? Tu peux faire 8 fois 30-30 et tu peux faire 4 fois 30-30, une pause et 4 fois 30-30. Et ça m'apporte à un deuxième point que je voulais aborder, c'est comment commencer à courir. On a dit progressivement. Et ça peut être frustrant de se dire, je vais sortir, je vais faire ma séance de course, ça va me prendre 10 minutes. Ok, peut-être que au lieu de faire juste tes 10 minutes, tu vas d'abord faire les exercices de pied que je te montrerai tout à l'heure, 2-3 gammes athlétiques pour te mettre en jambes. Ensuite, tu vas aller marcher pendant 10, 15, 20, 30 minutes, histoire d'être bien chaud et de bouger un petit peu. Ensuite, tu vas faire tes petits exercices de course et ensuite, tu vas rentrer encore une fois en marchant. Ça te fait une séance d'une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure. Et simplement déjà le fait de faire une séance qui dure 1 heure, même si ce n'est pas 1 heure de course à pied pour le moment, ça ancre le fait que on va s'entraîner. On va s'entraîner avec de la régularité, avec de la structure. On va mettre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de côté dans la semaine, plusieurs fois par semaine pour la course à pied, cette chose qu'on essaye de mettre en place et de développer. D'accord? Donc, ne pense pas juste à la course à pied comme le fait de courir. Pense à tout ce qu'il y a autour et ça va te permettre d'avoir une approche qui est plus durable. D'accord? Si on parle maintenant des différents leviers qu'on va pouvoir utiliser, je vais les citer dans l'ordre et après je reviendrai sur chacun d'entre eux. Pour moi, les différents leviers, et c'est peut-être pas exhaustif comme liste, il y en a peut-être d'autres, je t'invite à me les mettre en commentaire si j'en ai oublié. Pour moi, il y a la fréquence. La fréquence d'entraînement, combien de fois tu t'entraînes dans la semaine. Ça, c'est un facteur qui est important. Et à mon avis, on a tendance à vouloir faire trop en une séance plutôt que de faire un peu moins, mais de le faire plusieurs fois dans la semaine. En tant que débutant, la fréquence, à mon avis, c'est un outil très très intéressant à utiliser parce que, encore une fois, on ne peut pas encaisser un énorme volume ou une énorme intensité par séance. Et donc, on va simplement segmenter ça plusieurs fois dans la semaine. À mon sens, si tu débutes, l'idéal serait de faire 2 à 3 séances de course à pied dans la semaine. Encore une fois, je ne te dis pas de courir 3 fois 1 heure quand tu débutes, non. Mais si on fait un 30-30, comme je te l'ai donné avant, footing, marche, si on fait 8 à 10 fois et on le fait 3 fois dans la semaine, écoute, c'est déjà bien. C'est déjà un bon départ. Si en plus, tu as fait tes exercices de pied, tu as marché un petit peu avant et après, tu as bossé un peu la respiration pendant la course, on y revient après également, honnêtement, c'est déjà un très bon point de départ. Et réalise bien le fait que ce n'est pas la séance qui te fait progresser. C'est l'accumulation de séances dans le temps qui va t'amener vers la réussite, qui va t'amener vers tes objectifs. Et donc, c'est plus important de faire un peu moins, un peu plus souvent, mais de manière régulière, que de faire beaucoup, mais pas très souvent, mais après d'arrêter parce que tu as perdu un petit peu la motivation ou alors tu avais pris un morceau qui était un petit peu trop gros pour toi. Et ça, il y a un truc qui m'est resté d'un bouquin que j'avais lu il y a des années sur le changement de comportement. C'est un bouquin qui s'appelle Switch de Dan et Phil Heath, Heath, sauf erreur. C'est 2 frères. Et il parle de inch pebbles instead of milestones. Milestones, c'est les pierres que tu vois tous les kilomètres ou tous les miles lorsque tu es sur un chemin tracé, par exemple. Et les inch pebbles, c'est les petits gravillons que tu vois tous les quelques centimètres. En fait, il faut changer de perspective et au lieu de penser en milestones, au lieu de penser en objectifs qui sont très loin et très longs, il faut penser en inch pebbles, il faut penser au tout petit pas que tu peux faire, un pied devant l'autre, un petit peu de cette manière-là. Et en fait, si tu raccourcis l'horizon de l'objectif et si tu réduis la difficulté de l'objectif, ça te permet de l'atteindre encore et encore et encore, de créer cette récurrence et ce succès au final répété, et c'est ça qui va te faire avancer. D'accord? Donc plutôt que de te dire « faut que je cours 1 heure alors que je débute », non. L'objectif au début, moi je te dirais, c'est déjà va marcher plus souvent si tu ne marches pas fréquemment, va marcher plus souvent et quand tu es au milieu de ta marche, après une demi-heure, quand tu es bien chaud, fais quelques secondes de course à pied. Ça, c'est le point de départ. Parce que je pense qu'il y a un énorme gap, même juste mental, entre marcher et courir. Et pour certaines personnes, c'est juste un gap qui est infranchissable. Et le fait de se dire, faut que je me prépare, faut que j'aille courir pendant longtemps, ça va être dur. Les gens, ils sont dans le mal dès qu'ils commencent à courir parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. D'abord, dans un premier temps, on peut se désensibiliser à ça.
simplement en s'exposant à la course à pied de manière plus fréquente. Et si à chaque fois que tu sors, à chaque fois que tu vas marcher, eh ben, tu cours 20 secondes, 30 secondes, eh ben, au bout d'une semaine, 2 semaines, ce qui te faisait peur avant ne te fait plus peur, ou en tout cas beaucoup moins peur. Et maintenant que tu as couru quelques secondes, eh ben, la fois d'après, tu peux répéter ça et tu peux faire 2 fois 30 secondes dans la sortie de marche que tu fais. Et peut-être que la fois d'après, tu fais 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et petit à petit, on arrive à ce 5 fois, 10 fois, 30, 30 dont on a parlé au début et qui te donne vraiment un point de départ pour ta séance de course à pied. D'accord. Et pour revenir à ce que je disais avant, la fréquence, le fait de le faire régulièrement, à mon avis, 2 à 3 fois dans la semaine, si tu cours de manière structurée et forcément à la hauteur, à ton niveau, c'est quelque chose qui va t'aider à progresser de manière durable dans le temps. Personnellement, des fois je me sens un peu moins bien, des fois je suis courbaturé soit d'un autre entraînement, soit du travail à la ferme, etc. Et ben, peut-être qu'au lieu d'aller courir un peu plus que ce que j'ai couru la séance d'avant, ben, j'ai couru un peu moins. Hier, j'ai fait une des plus longues séances de course à pied que j'ai faites, pas en temps, etc., simplement en distance couverte. J'ai fait 5 km de course au total. Alors que, comme je t'ai dit au début, en novembre, décembre, ma séance de course, c'était 10 fois 30-30. Ça, c'était ma séance. Donc, c'était 5 minutes de course à 6 au kilo, donc je faisais même pas 1 km. Je faisais même pas 1 km de course. Aujourd'hui, j'en suis à faire 5 km de manière aisée et avec un petit peu de vitesse. Je reviendrai sur le type d'entraînement que je fais actuellement. Mais en gros, il y a une progression déjà de x5 dans la distance que je couvre et je fais ça sans me blesser, je fais ça sans avoir de douleur, je fais ça en prenant du plaisir. Et donc, mon objectif, c'est juste de rester régulier. Et si je suis courbaturé et ça veut dire que demain ou dans 2 jours, je dois aller courir et faire que 3 km, eh ben, c'est pas grave. Au moins, je fais quelque chose. Et ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Et ça maintient cette régularité dans le temps et ça va me permettre à terme d'atteindre mes objectifs de course à pied. Donc ce levier de fréquence, il est extrêmement puissant et c'est quelque chose à ne pas négliger dans cette exposition répétée. Et encore une fois, si quelque chose te fait peur au niveau psychologique, eh ben, réduis la difficulté, rapetisse l'horizon de l'objectif ou rends-le plus petit et ça va t'aider à passer cette barrière et la prochaine et à engranger cette vitesse, cette inertie qui va t'aider à aller plus loin. Le prochain facteur à prendre en considération, le prochain levier, c'est le facteur du temps. Le temps que tu passes à courir. Je t'ai dit des 30-30, tu me diras, oui, mais pourquoi on ne pense pas en kilomètres? Parce que 1 kilomètre, ça prend pas le même temps si tu cours à 10 km/h, à 6 du kilo, que si tu cours à 15 km/h, à 4 du kilo. D'accord. Et donc, c'est important d'avoir une échelle pour jauger le travail total que tu fais qui va rester constante. Et donc, je pense que le temps, eh ben, c'est la meilleure mesure à utiliser au départ. Après, j'ai eu une conversation avec mon ami Clément Goudin. Clément, je te salue si tu écoutes ce podcast, qui est un athlète en force athlétique et qui court régulièrement et qui fait du vélo régulièrement. Donc, même pour les forceux, vous pouvez aussi développer votre endurance. Et Clément vous expliquera exactement pourquoi, en quoi ça va vous aider. Mais concrètement, j'avais posté ma séance sur Instagram et il m'a dit pourquoi tu comptes en kilomètres? J'aurais plutôt pensé que tu pensais en temps. En fait, ma séance est structurée en temps, mais je compte quand même mes kilomètres couverts au total comme charge mécanique. En gros, j'ai fait cette bascule récemment parce que maintenant, le facteur temps, je le tolère plutôt bien et le facteur distance me permet de suivre au final ma progression en termes de distance couverte, étant donné que j'ai pas non plus des vitesses de course qui sont ahurissantes, mais je prends en compte ce facteur-là pour savoir, voilà, là j'ai fait 3 kills, là j'ai fait 4 kills, là j'ai fait 5 kills, la prochaine fois je vais faire un petit peu plus, etc. Donc le temps, c'est la bonne échelle pour commencer. On peut penser en distance aussi, mais on veut commencer à penser en temps. Un autre levier de progression qui est souvent négligé, c'est la surface. La surface qui va de pair avec les chaussures. Mon collègue Max te dirait, prends des chaussures qui sont adaptées à ton pied, prends des chaussures qui sont confortables pour courir et prends des chaussures qui ne sont pas trop vieilles non plus. Après une année et demie d'utilisation, la semelle se tasse et c'est peut-être plus la meilleure chaussure pour courir. Après, il y a plusieurs philosophies là-dessus. Il y en a qui te diront qu'il ne faut pas dépendre des chaussures, etc. Honnêtement, moi j'habite dans la forêt, je cours sur des chemins, il y a plein de cailloux, je ne vais pas m'amuser à courir
courir pieds nus, je suis bien en basket, j'ai pas un énorme sabot sous ma chaussure, j'ai pas de plaque carbone, je veux juste sortir courir, je veux pas me prendre le chou avec du matériel. Donc j'ai des chaussures qui me vont bien aux pieds, j'ai des Keep Run à 50 balles de Decathlon qui étaient en fin de série que j'ai trouvé, j'étais très content et qui me vont très bien et qui me permettent simplement de courir. Moi, je cherche pas plus loin que ça. Il y en a qui cherchent plus loin à optimiser, à faire des profilages spécifiques pour avoir une chaussure adaptée à la foulée, etc. Tu fais ce que tu veux avec ton argent. Moi, j'en suis pas là et je veux juste être régulier dans la course. D'accord? Donc, tant que tu as une chaussure, trouve chaussure à ton pied, on va dire, peu importe les moyens que ça implique, et ça va te permettre de faire le taf. La surface sur laquelle tu cours, elle est importante. À mon avis, c'est intéressant de commencer à courir soit sur de l'herbe, soit sur des chemins de forêt, ou alors sur une piste finlandaise, comme on appelle ça en Suisse. Donc, les pistes, par exemple, du parcours Vita avec des copeaux. Ça, c'est des surfaces qui sont très absorbantes et c'est quelque chose qui va être assez facile à tolérer au départ. Et donc, quand tu es débutant, moi, je prioriserais ces surfaces-là et j'éviterais la piste et le béton, simplement parce que c'est des surfaces qui sont beaucoup plus rigides. C'est des surfaces qui vont donc te restituer beaucoup de la force et de l'impact que tu mets, et c'est des choses qui vont être plus contraignantes au niveau structurel. Et donc on va pouvoir utiliser ce levier de surface pour la progression. C'est-à-dire que moi, quand je sors courir, je sais que la majorité de ma course se fait sur des chemins de forêt, mais quand il y a un petit peu de béton, je le prends en compte. Quand il y a un peu de béton parce que je dois courir sur la route, eh ben je sais que là j'ai fait 500 mètres, 1 kill sur la route. Et maintenant que je commence à courir bien régulièrement avec des distances qui commencent à être intéressantes, eh ben je vais commencer à progresser le temps que je passe sur notamment du béton. C'est un levier de progression que je vais utiliser. Par contre, je vais l'utiliser intelligemment. Je ne vais pas du jour au lendemain doubler ma distance de course, augmenter ma vitesse et passer sur du béton. D'accord? Donc, encore une fois, progressivité avant tout, c'est le maître mot. Et on va utiliser ces leviers de manière intelligente et cohérente. Et on ne va pas empiler tous ces trucs en même temps parce que, encore une fois, ça fait trop. En parlant de ça, c'est un truc qui me vient. Il y a un papier qui est sorti, je crois que c'était l'année dernière, et qui parlait des blessures en course à pied. Et notamment, un des facteurs qui ressortait, c'était, comme étant le plus accidentogène en course à pied, c'est le fait d'augmenter drastiquement la distance ou le volume de la grosse séance, de ta plus grosse séance de la semaine, d'une semaine à l'autre. Concrètement, si moi j'ai l'habitude de courir 5 km par séance, que je fais 5 kills 3 fois dans la semaine, si d'un coup je décide d'aller courir 10 kills, c'est là où j'ai le plus de risque de me blesser. Quand il y a une grosse différence entre ce que tu as l'habitude de faire et ce que tu viens de faire. Et donc, on entend souvent progresse le volume de 10% par semaine. C'est une règle générale. Hein, tu n'es pas obligé de faire plus 10%. Moi, je reste assez constant de semaine en semaine et j'attends en gros que j'assimile bien le volume avant de faire plus la semaine suivante. Je ne me dis pas, là, j'ai fait 15 kills, j'ai fait 3 x 5, donc il faut que je fasse 16 kills et demi la semaine prochaine. Ensuite, il faudra que je fasse 17,2. Non, je ne réfléchis pas comme ça. Il y en a qui le font, il y en a qui aiment bien. Moi, j'ai pas besoin et j'ai pas envie de réfléchir comme ça. J'essaie de vraiment me sentir bien dans ma progression de course à pied. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas faire du simple au double d'une semaine à l'autre. Et je vais essayer de rester cohérent dans les distances / volume de course à pied que je fais par séance. D'accord? Donc, ce levier d'augmentation de la distance de course ou du volume de course sur ta grosse séance dans la semaine, c'est à prendre en compte et c'est à faire intelligemment. D'accord. Donc, encore une fois, n'augmente pas trop rapidement la distance de course sur ta séance la plus longue dans la semaine ou d'une semaine à l'autre, parce que c'est là où tu as plus de risques de te blesser. J'ai parlé de la surface, on peut parler de la distance aussi, donc la distance peut être un facteur de progression. Moi, la manière dont je réfléchis maintenant, c'est que en gros, j'ai mon échauffement et je te détaillerai ma séance actuelle tout à l'heure, comme ça tu verras un peu comment je fais ça. J'ai mon échauffement et après j'ai des intervalles plus ou moins longs de 2 à 3 minutes typiquement jusqu'à 5-6 minutes selon comment je me sens et selon la distance totale que je veux effectuer dans la séance. Et encore une fois, maintenant je prends en compte la distance. Avant je prenais que le temps et je me disais voilà, là j'ai couru 12 minutes aujourd'hui, là j'ai couru 13 minutes, là j'ai couru 15 minutes, là j'ai couru 20 minutes. Maintenant je prends aussi en compte la distance et ça peut être un facteur de progression également. On a le facteur ou le levier d'intensité. L'intensité qui est donc la vitesse à laquelle tu vas courir. Et ça, on revient à cette charge mécanique dont on a parlé au départ, c'est un facteur qui est très très important parce que plus tu cours vite, plus les impacts au sol sont importants.
et plus tu dois gérer cette charge structurelle. Donc, il faut se dire que si j'augmente ma vitesse de course, même sans augmenter la distance ou le temps de course, ça va être un entraînement qui est plus contraignant au niveau structurel, osseux, tendineux, ligamentaire, musculaire, tout ce que tu veux. D'accord ? Et ça, il faut le prendre en considération. Donc, là, j'ai seulement récemment commencé à augmenter ma vitesse de course. Avant, peu importe ce que je faisais, j'étais toujours en footing. Toujours facile. Et je te dirai comment je gère ma vitesse, parce que j'essaye de ne pas utiliser ma montre outre pour le chronomètre, même si de temps en temps je le fais pour mesurer où j'en suis. Mais dans cette phase de progression, je n'ai pas besoin de mesurer toutes mes séances. J'essaye de me détacher de Strava et de ne pas en avoir besoin mentalement. Ah mon Dieu, je n'ai pas quantifié ma séance, qu'est-ce qui va se passer ? Je n'ai pas montré sur les réseaux que je courais. Non, je peux courir 2 à 3 fois par semaine sans le montrer sur les réseaux. Ça ne me dérange pas, parce que je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour quiconque d'autre. Et même si j'adore les datas, même si j'aime bien faire les tests physio, même si j'aime bien mesurer le lactate, etc., il me faut aussi du temps pour me détacher de ça. Et dans ma propre pratique, j'alterne entre je veux tout mesurer et je veux rien mesurer du tout. Et ça, c'est juste mon combat interne. J'essaie de trouver le juste milieu entre tout ça. Mais donc, pour ce qui est de l'intensité, pense bien au fait que quand tu accélères, ça devient plus dur. Ça devient plus dur, pas juste pour ton effort, mais aussi pour ton corps à absorber. Donc ça, c'est un levier à utiliser intelligemment. Et là aussi, personnellement, je dirais que j'ai attendu de courir de manière confortable, toujours en fractionné, mais j'ai attendu de courir de manière confortable, en tout cas 4 km, avant de commencer à augmenter un petit peu l'intensité de certains intervalles de course dans ma sortie. Donc, je pense que d'avoir une base quand même de 3, 4, voire 5 km de course totale dans la séance, même si ce n'est pas continu, même si c'est encore fractionné en petits morceaux, c'est pertinent avant de commencer à augmenter la vitesse. Parce que ta base de footing te permettra de mieux absorber l'intensité par la suite. Si tu commences avec l'intensité, c'est un peu comme un gratte-ciel qui n'a aucune base, alors qu'on veut construire une pyramide. On veut une base qui est large et venir superimposer de l'intensité. Un autre levier qu'on va pouvoir utiliser, mais ça, je dirais que c'est un levier qu'on utilisera plus tard, c'est celui de la densité. Donc le fait d'avoir des entraînements qui sont proches les uns des autres dans le temps, par exemple un entraînement un jour après l'autre, ou alors de la pré-fatigue, un entraînement du jour d'avant qui aurait potentiellement un effet sur ta course à pied. Je commence à le faire, par exemple, si je fais une séance de renforcement musculaire et que je fais un peu de travail sur la chaîne postérieure, les ischios, les fessiers, les lombaires, la sangle abdominale, je le sens quand je cours le lendemain. Mais je le fais consciemment. C'est-à-dire que la course que je fais, je sais qu'elle va être légèrement impactée par le travail musculaire que j'ai fait du jour d'avant. C'est du travail dont j'ai besoin, vu mon historique de blessure, vu ma situation préalable. Donc, je mets la priorité là-dessus. Mais je ne veux pas perdre la course à pied et je ne veux pas m'arrêter de courir parce que je dois travailler cette chaîne postérieure. Donc, je fais les deux, mais je comprends que je dois courir un peu moins vite. Ou alors, je dois faire 3 km au lieu de 4 ou 5 km. Ou alors, je dois juste avoir des sensations qui ne sont peut-être pas les mêmes que si je suis frais et que je n'ai pas fait cette séance le jour d'avant. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Pas forcément un levier à utiliser tout de suite, mais si tu le mets en place, comme moi je le fais dans ma situation, sois juste conscient de ces choses-là. Et t'attends pas à avoir la séance de course de ta life alors que tu t'es démonté les ischios le jour d'avant. Ça, c'est des choses à considérer. 2 non négociables. 2 facteurs non négociables, maintenant qu'on a parlé des leviers de progression. La force du pied. La force du pied, et là je te mettrai à l'écran des exercices que j'ai filmés tout à l'heure. Alors c'est pas une liste qui est exhaustive, il y a plein d'autres exercices que tu peux faire, mais c'est un exemple de ce que moi je fais notamment avant de sortir courir. Donc travailler, lever le gros orteil avec des répétitions, lever les petits orteils avec répétition, tenir le gros orteil en haut, tenir les petits orteils en haut, monter sur la pointe des pieds, monter sur les talons, monter sur la pointe des pieds seulement avec les petits doigts de pied, monter sur la pointe seulement avec le gros doigt de pied, marcher sur les talons. Donc tout ça, c'est des choses, je me suis répété, tout ça, c'est des choses qui vont vraiment aider la force, on appelle ça la force intrinsèque du pied. C'est la force à l'intérieur du pied. Et encore une fois, rappelle-toi que ton pied, c'est ton ressort. Ton pied, c'est la base qui va absorber tous ces impacts. Tu cours 5 minutes, tu as 900 à 1000 impacts sur ton pied. Donc 500 par pied, on va dire 400 si on veut être un petit peu raisonnable au niveau du volume.
tu cours 5 minutes, on va dire 5 minutes, c'est 500 impacts pour faire simple, sur un pied. Ok, c'est un peu moins que ça, mais voilà, le propos il tient. Donc, dis-toi que pour absorber ça, si tu as plus de force dans ton pied, eh ben, tu vas mieux pouvoir absorber ces répétitions. Et donc, pour moi, c'est non négociable de travailler la force du pied, la force intrinsèque du pied, pour quelqu'un qui court, qui débute, ou alors même qui court. Hein. Pour mon collègue Max, il te dira que le travail de pied, le travail de gamme athlétique, c'est non négociable, c'est 3 à 4 fois par semaine pour le reste de ta vie. D'accord, c'est pas un truc que tu fais un petit peu au début puis après tu oublies, parce que typiquement c'est là où on voit une déperdition de rebond dans le temps. J'avais un cas avec Arthur, je te salue si tu nous écoutes, avec la compagne d'Arthur, quelqu'un avec qui j'ai fait plusieurs consultations ces dernières années vis-à-vis de leurs entraînements, lui et sa compagne. Et sa compagne, qui m'avait décrit ça, elle s'écrasait sur la fin d'un 10 km, elle n'arrivait pas à maintenir sa vitesse alors que de par ses entraînements, etc., elle devait pouvoir faire un temps un peu meilleur que ce qu'elle faisait. Et il m'a décrit ce qui se passait, je lui ai posé plein de questions de qu'est-ce qu'il faisait à l'entraînement, qu'est-ce qu'il faisait pas, et je lui ai posé la question, est-ce qu'elle fait du travail de pied, du travail de gamme athlétique? Il m'a dit jamais. J'ai dit, ben voilà, arrête de chercher, on a trouvé ce qui manquait, fais ce travail-là, il faut qu'elle fasse ce travail-là 3 fois par semaine minimum, et tu verras que dans 4-8 semaines, on va commencer à avoir un effet positif sur son maintien de la foulée sur les distances un petit peu plus longues, et un maintien de cette performance, parce que quand tu peux plus rebondir et que tu commences à t'écraser, eh ben, tu perds énormément d'énergie dans ce type de mouvement, dans ce pattern de mouvement. Et donc, si on peut avoir un pied qui est plus fort, un bas de la jambe qui rebondit mieux, on va simplement mieux courir et pouvoir mieux exprimer ses capacités en course à pied. Donc la force du pied, c'est à mon avis un incontournable. Et moi, typiquement, je mets un chrono de 8 à 10 minutes. Et je ne m'autorise pas à mettre mes baskets pour sortir courir avant d'avoir fait mes 10 minutes d'exercice. Je fais un petit mélange de ce que tu as vu en vidéo avant, quelques exercices de montée de genoux, un petit peu d'échauffement du psoas, quelques étirements si j'en ressens le besoin, dynamique. Mais typiquement, je fais ce travail pendant 10 minutes avant de mettre mes baskets et de sortir courir. Ensuite, je fais 2-3 travails de gamme athlétique ou d'école de course, comme certains l'appellent. Et ça va aussi nous aider avec cette idée de rebond, cette idée d'élasticité, cette idée d'explosivité dans la course à pied. Hein, et de ne pas juste venir s'écraser au sol, mais vraiment d'apprendre à rebondir. Et ces exercices d'école de course, ils sont extrêmement intéressants. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, dans la playlist course à pied, tu trouveras plein de vidéos qu'on a fait notamment avec mon collègue Maxime et avec Claudia, qu'on accompagne tous les deux sur justement ces exercices de pied, sur ces gammes athlétiques, sur la posture à adopter, etc. Donc je t'invite à aller voir ces vidéos si tu veux en savoir un petit peu plus. On a fait des vidéos sur ces séances-là il y a pas mal de temps. Et donc, je fais mes gammes athlétiques dans le début de mon échauffement de course à pied. Et ça, typiquement, je le fais pareil sur 20 secondes, sur 30 secondes. Et je ne vais même pas faire les gammes pendant 30 secondes. Je vais peut-être faire 10 secondes de gamme et après 20 secondes de footing. Et après, je vais marcher 30 secondes et je vais faire ça 5-6 fois. Et ça, c'est le début de mon échauffement. Et ça, je reviendrai, comme je te l'ai promis, sur ma séance actuelle et comment je la structure. Et la séance que j'ai faite hier, d'ailleurs. Comme ça te donne une petite idée de où je me situe. Et je te parlerai de comment je vais progresser ça par la suite aussi. Avant de continuer, je te rappelle que ce podcast est soutenu par les collègues de chez All You Need Nutrition. All You Need, si tu ne les connais pas encore, c'est la marque de compléments de haute qualité made in France par les athlètes, pour les athlètes ou ceux et celles comme toi et moi qui nous entraînons sérieusement. Personnellement, les incontournables, c'est leur protéine whey, leur créatine et leur collagène que je mets dans mes shakers d'entraînement, que ce soit après la course à pied, que ce soit pendant mes séances de renforcement. Et tous les soirs, j'aime bien prendre une petite tasse d'eau chaude avec leur Night. Leur Night, c'est leur produit qui a tous les éléments pour t'aider à passer une bonne nuit de sommeil, t'aider légèrement pour l'endormissement, mais ça ne va pas te fracasser comme un somnifère. Et personnellement, je me sens bien quand je l'utilise et je le prends partout avec moi. Et si tu veux toi aussi passer des commandes chez All You Need Nutrition, je t'invite à utiliser le code UPSIDE, UPSIDE, sur ta prochaine commande pour bénéficier de 10% de rabais. Encore une fois, le code UPSIDE, UPSIDE, chez All You Need Nutrition, pour tes 10% de rabais. Maintenant, je voulais parler de quelques autres éléments
notamment celui de la respiration. J'ai fait un podcast récemment avec mon collègue Cyril Ricky, que j'ai eu plusieurs fois déjà sur la chaîne et sur le podcast, qui est à l'heure actuelle le spécialiste de la respiration à l'effort. Il travaille beaucoup avec des cyclistes, pas mal avec des coureurs aussi, et il a une compréhension du processus de ventilation et tout ce qui se passe au niveau biochimique, au niveau physique, au niveau du transfert sur la performance, de l'économie, etc., qui est phénoménal. J'ai commencé à plus prêter attention à la respiration quand je courais depuis qu'on a eu cette discussion. Et donc concrètement, comment moi j'utilise la respiration en course à pied, et ça je pense pas que ce soit quelque chose que tu as besoin de faire tout de suite. Hein, je mets ce petit astérisque là, c'est-à-dire que c'est un truc auquel c'est un levier qu'on peut utiliser aussi. Je n'en ai pas parlé avant directement, parce qu'on en avait déjà pas mal. C'est un levier que tu peux utiliser, mais ça ne veut pas dire que tu dois l'utiliser. Et ça, c'est vrai en général. Juste parce que tu peux utiliser un outil ou quelque chose, ou une méthode, ou une technique, ou un levier, ça ne veut pas dire que tu dois l'utiliser. Hein, et tout ça, c'est là où est la magie dans la programmation et dans le coaching, c'est connaître tous les leviers, mais savoir lequel actionner maintenant et lesquels garder pour plus tard et pourquoi. Hein, donc ça, c'est super important. Et la respiration, je ne pense pas que ce soit le premier truc auquel tu dois penser. Si tu viens de débuter, si tu es juste en train de faire tes 20 secondes, 30 premières secondes de course lors de tes sorties de marche, par exemple, pense pas trop à la respiration pour l'instant. Une fois que tu fais 15 fois 30-30, 20 fois 30-30, là, on va commencer à penser à la respiration et on va commencer à mettre ça en place. Personnellement, j'utilise la respiration pour m'aider aussi avec ma cadence de pas. Alors, la cadence de pas, on en parle aussi pas mal dans la course à pied. Il semblerait que avoir une cadence qui est un peu plus élevée, ça permet d'avoir une pose du pied qui est un petit peu plus sous le centre de masse plutôt que de le poser devant soi, et ça permet de mitiger certaines blessures, notamment liées à cette charge ou ces impacts mécaniques. Donc typiquement, si tu cours à 150 pas par minute, c'est un petit peu bas. Au-dessus de 160, c'est recommandé. Moi, j'essaie de viser 170. Comment je fais ça ? Eh ben, par exemple, quand je fais mon footing sur 30 secondes, eh ben, je vais inspirer sur 4 pas et je vais expirer sur 4 pas. D'accord ? Donc, un cycle respiratoire égale 8 pas. Et je sais que si je veux faire 44, 88, si je veux faire du 176 pas par minute, eh ben, il faut que j'arrive à peu près 21, 22 cycles respiratoires dans la minute, c'est-à-dire que je vais en faire 10, 11 en 30 secondes. D'accord ? Donc, je t'aide vite à faire le calcul. Si je fais 11 cycles respiratoires en 30 secondes, ça fait, on avait dit que c'était 8 pas par cycle respiratoire. 8 fois 11, ça fait 88. Fois 2, ça fait 176. Okay ? Donc, si je compte 4 pas sur mon inspiration et 4 pas sur mon expiration, et que quand j'arrive à 30 secondes, je suis à 11 cycles au total, et la manière dont je fais, c'est que je compte 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Inspiration, expiration à chaque fois. Et donc, ça me permet de calibrer ma cadence. Et je sais que si j'arrive à 9 ou à 10 seulement cycle respiratoire à la fin des 30 secondes, ben ma cadence de pas était un petit peu trop basse. Et donc, ça va me permettre de gérer ma cadence, ma fréquence de pas. Hein. Et donc, je vais viser plutôt ce 11 sur 30 secondes afin d'arriver à ce 170, voire un petit peu plus en termes de cadence par minute. Et ça va me permettre aussi de réguler ma vitesse. C'est-à-dire que sur 30 secondes, il n'y a pas vraiment besoin parce que c'est court. Mais quand je commence à faire des intervalles de 2 minutes, de 3 minutes ou plus, eh ben, est-ce que je peux maintenir ce 4-4 ? Ou est-ce qu'après 1 minute 30, je sens que je ne peux pas maintenir ce rythme et je suis obligé de soit ralentir, soit accélérer ma respiration. Hein. Et donc ça, moi j'aime bien ce facteur respiration que tu peux utiliser pour gérer ta vitesse. Et encore une fois, ça c'est à la suite de l'échange avec Cyril que j'ai commencé à vraiment conscientiser ça de manière un petit peu plus concrète. Et donc là, pour te donner, je pense que le plus simple, ça va être de te donner ma séance d'hier pour t'expliquer mon processus et te dire comment j'ai fait les choses. Donc,
ça reste mon esprit très cartésien, très hémisphère gauche. J'aime bien penser en 1 kilomètre à la fois. Donc concrètement, je fais mes exercices de pied à la maison, je sors et je vais faire 6 fois 30-30. 6 fois 30-30 avec quelques gammes, avec un petit peu de footing intercalé selon comment je me sens. D'accord ? Je ne me soucie pas trop de la respiration sur ces premiers 30-30, je suis juste en train de me mettre en jambe. Une fois que j'ai fait mes 6 fois 30-30, donc j'ai couru 3 minutes au total. En moyenne à 6 du kilo, donc j'ai fait à peu près 500 mètres. Tu me suis ? Et donc je vais faire ensuite 3 fois 1 minute, après mes 6 fois 30-30, 3 fois 1 minute avec 30 secondes de repos à chaque fois. Pourquoi ? Parce que j'arrive à la 10e minute, j'ai fait 1 km de course au total, à peu près, si on part du principe que j'étais à 6 du kilo, et parce que j'ai couru 6 minutes au total. D'accord ? Donc ça, j'appelle ça mon échauffement. Et sur mes segments d'1 minute, là, clairement, je suis en 4-4. Donc je respire 4 pas sur l'inspi, 4 pas sur l'expi, et je vise les 22 cycles respiratoires par minute. Et donc, je compte jusqu'à 22 et après, je recommence à 1 et je repars comme ça. Et je check ma montre chaque minute pour m'assurer que je suis bien dans les clous en termes de fréquence, en termes de cadence, en termes de respiration. Donc là, encore une fois, 1 minute, c'est assez court. Donc, typiquement, je ne ressens pas de contrainte respiratoire avec cette minute de course et ces 30 secondes de repos. Une fois que j'ai fait ce premier kilomètre d'échauffement, je vais pas monter la vitesse, mais je vais rallonger un peu les intervalles. Donc là, je vais faire 3 fois 2 minutes. 3 fois 2 minutes. Si je voulais être plus progressif, je pourrais faire 4 fois 1 minute 30, par exemple, avec 30 secondes de repos en marchant. Dans les deux cas, ça me fait 1 kilomètre de plus. 3 fois 2 minutes, là, après les 2 minutes, peut-être que tu commences à ressentir une petite restreinte, une petite gêne respiratoire. Ça, c'est le signe qu'il faut peut-être ralentir un petit peu si on veut rester en footing, si on veut rester, entre guillemets, à basse intensité. Après, petite parenthèse là-dessus, pour moi, la basse intensité, c'est quelque chose qui demande déjà un niveau de base qui est plus haut que celui du débutant. Pour moi, le débutant, il n'a pas de zone 2. Et ça, on peut en parler dans un autre contexte avec des courbes de lactate, etc. Mais à mon sens, le débutant, il n'a pas de zone 2. Il n'a pas de zone 2 parce que métaboliquement parlant, physiologiquement parlant, il n'a pas les prérequis pour vraiment avoir cet équilibre au niveau musculaire. Et donc, l'effort devient tout de suite global et assez difficile. Et donc, il faudrait marcher pour rester à basse intensité, entre guillemets, mais vu qu'on veut courir, même si tu cours à 6 km/h ou 7 km/h ou 8 km/h, il y a des chances que ce soit déjà un petit peu difficile et que ce ne soit pas facile. Il y a aussi le facteur mécanique à prendre en compte. Donc, il y a plusieurs choses qui font que pour moi, courir à basse intensité en tant que débutant, ça peut être compliqué pour certains. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Moi, je fais presque 90 kilos et ça fait longtemps que je n'ai pas couru. Même si je cours à 8 km/h, ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas forcément du 2 sur 10, comme on devrait le voir dans la théorie. Mais on peut quand même utiliser cette respiration en 4-4, comme je l'appelle, pour s'assurer qu'on reste à une vitesse qui soit raisonnable. D'accord ? Moi, je sais qu'en 4-4, j'arrive à rester à peu près 6 du kilo, je suis à peu près à 10 km/h, voire un petit peu en dessous, et c'est une vitesse de croisière qui me convient bien pour le footing. Donc j'ai fait mon échauffement, 6 fois 30-30, 3 fois 1 minute, chaque fois 30 secondes de repos en marchant intercalé. Ensuite, j'ai fait mes 3 fois 2 minutes. Et là, en gros, ma séance, elle commence là. Donc j'ai déjà fait 2 km, j'ai déjà fait 12 minutes de course au total. Et là, en gros, je décide de ce que je vais faire. Est-ce que je me sens bien, je vais faire un peu plus long ou je vais rajouter un peu d'intensité? Ou alors, ça va, mais c'est peut-être pas la meilleure séance de ma vie. Donc, peut-être que je vais rester un petit peu plus conservateur sur la distance de course, le temps de course, l'intensité de course. Et ça aussi, tu peux, et c'est important à mon avis, d'être bien à l'écoute pour savoir ajuster ces choses-là sur le terrain. Selon ce que tu vois, selon ton ressenti, tu peux prendre des décisions sur est-ce que je dois faire un peu plus, est-ce que je dois faire un petit peu moins. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne. Si tu ne te poses jamais la question, tu ne sauras pas le faire. Si tu te poses la question à chaque fois que tu cours, avec le temps, tu vas apprendre et tu vas mieux te comprendre et tu pourras mieux ajuster ces choses-là. Je ne dis pas, des fois, il faut juste faire le taf, sans se poser trop de questions, mais à mon avis, la gestion de soi dans l'effort, elle est extrêmement importante et elle est très souvent sous-cotée aujourd'hui. Donc, n'oublie pas ce paramètre-là.
J'ai fait mes 2 kilomètres et par exemple hier je me sentais bien. Donc j'ai enchaîné avec 2 fois 3 minutes. Encore une fois en 4-4 en respiration, donc je suis resté à 6 du kilo en footing et je me sentais bien après ces 2 fois 3 minutes avec encore une fois 30 secondes de repos entre. Je garde toujours 30 secondes. Dans le passé, j'ai fait 1 minute de repos quand c'était un petit peu plus dur. Un peu plus dur parce que j'étais moins entraîné en course à pied que ce que je ne suis maintenant. Mais concrètement, je pense toujours à ces intervalles assez simples, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, parce que si je reste à 6 du kilo, à 10 km/h, ça fait que je fais 6 minutes, ça me fait 1 km. Et donc là, j'avais 3 km dans les pattes, je me sentais vraiment bien. Et donc j'ai décidé, au lieu de rester en 4-4, je vais accélérer un petit peu, parce que je n'ai pas beaucoup fait récemment, ou pas encore beaucoup fait dans cette progression de course à pied dans laquelle je me trouve actuellement. Et donc je me suis dit, ok, au lieu de faire du 6 au kilo, je vais peut-être monter sur du 12 km/h, donc ça fait du 5 km, ça fait du 5 minutes au kilomètre. Donc pour faire 1 km, il me faut 5 minutes au total. Donc je vais faire 2 fois 2 minutes 30. 2 minutes 30, et cette fois, au lieu de respirer en 4-4, je vais respirer en 3-3. 3 pas sur l'inspi, 3 pas sur l'expi. Ce qui fait que par minute, je passe de 21-22 cycles respiratoires à 28. Forcément, j'ai accéléré ma respiration. D'accord, et ça, j'ai appris avec le temps, justement, et avec simplement en regardant ma montre et le temps qui passe, et en comptant mes pas, ce qui te donne quelque chose d'assez simple sur lequel t'ancrer. Je sais que j'ai 21-22 cycles respiratoires à basse intensité ou en footing et j'en ai plutôt 28, disons à moyenne intensité ou sur un effort un peu plus soutenu. Je ne suis pas vraiment allé au-delà en termes de vitesse pour l'instant parce que j'en ai pas ressenti le besoin et je veux avoir vraiment cette bonne base de footing avant d'avoir plus de vitesse. Est-ce que j'aurais pu courir plus vite plus tôt ? Très certainement. Honnêtement, je me sens super bien. J'ai fait mes 5 kills hier. Je sens aucune fatigue dans les jambes. Donc, est-ce que j'aurais pu faire plus ? Oui. Mais encore une fois, je ne suis pas pressé. Je prends mon temps et je veux surtout pouvoir le faire continuellement sans jamais être trop près de cette limite parce qu'encore une fois, on la voit pas la limite tant qu'on ne l'a pas dépassée. Et je ne veux absolument pas la dépasser parce que je veux rester régulier dans mes entraînements. Et encore une fois, parce que je n'ai pas d'objectif calé dans le temps, donc je suis pas pressé, je fais mon petit bout de chemin tranquillement. Et donc ce que j'ai fait, c'est 2 fois 2 minutes 30 à 5 du kilo, donc à 12 km/h à peu près, en respirant en 3-3. Après ça, je me suis senti vraiment super bien, et donc ce que j'ai fait sur le dernier kilomètre, c'est que j'ai fait 5 minutes non-stop en 3-3. Et là aussi, je me suis vraiment très très bien senti et j'ai fait un petit footing de 3 minutes pour terminer ma séance. Ça, c'était ma séance d'hier. Donc j'ai fait grosso modo 5,3 km avec l'échauffement sur 1 km, 3 fois 2 minutes sur le deuxième kilomètre, 2 fois 3 minutes sur le troisième kilomètre, 2 fois 2 minutes 30 en courant un peu plus vite et en respirant donc un peu plus vite sur le quatrième kilomètre, et 1 fois 5 minutes de course en continu à 12 km/h sur le cinquième kilomètre, et un petit footing pour terminer. Ça, c'est ma séance actuelle, c'est celle que j'ai faite hier. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir progresser. Je vais pouvoir utiliser plusieurs des leviers qu'on a vus ensemble. Par exemple, la prochaine fois, je peux faire exactement la même séance. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je me lasse pas des choses qui sont simples et donc ça me fait pas peur de refaire une séance. J'ai pas besoin de toujours rajouter quelque chose. Des fois, j'aime bien faire moins aussi, et ça, c'est presque plus pour me challenger mentalement parce que j'ai envie de faire plus, mais je me restreins, je me retiens et je fais un petit peu moins, et ça va aussi. Et je pense que ça, dans la durée, c'est quelque chose qui me servira pour, encore une fois, éviter les petits soucis, les petites blessures, les petits signaux qui nous forcent des fois à ralentir. Donc ça, c'est où j'en suis actuellement. Et mon objectif actuellement, c'est de courir 2 à 3 fois par semaine, idéalement 3 fois par semaine. Ça dépend un petit peu des semaines, de mon emploi du temps, des autres entraînements que je fais, des autres choses physiques que j'ai à faire. Mais concrètement, c'est ça mon objectif actuellement. Et le but, ça va être de monter progressivement cette distance, de commencer à consolider des temps de course plus longs, plus fréquemment. Donc là, j'ai fait 5 minutes non-stop. Les 2 fois 3 minutes en footing, c'était facile. Donc maintenant, la prochaine étape de progression, ce serait garder peut-être les 2 premiers kilomètres. Je vais les garder comme ça, je pense, pendant pas mal de temps.
parce que ça me va très très bien de commencer lentement et je ne suis pas pressé. En plus de ça, si je rallonge un peu le début de la séance avant de vraiment commencer le travail entre guillemets, eh ben, ça fait que sur ma séance au total, je ferai un peu plus de travail. Si je me mets tout de suite dedans, ben, je ferai peut-être un peu moins de distance que là si je garde toujours mes 2 premiers kilomètres comme échauffement. Et peut-être qu'à terme, ça deviendra 3 km d'échauffement avant de faire mes intervalles, etc. Et ben, c'est toujours du volume supplémentaire et c'est toujours quelque chose qui va me servir pour être mieux conditionné, pour mieux encaisser le travail par la suite. Donc, ce que je vais certainement faire, c'est, par exemple, sur mon 3e kilomètre, juste faire 6 minutes non-stop en footing. Après avoir fait mes 3 fois 2 minutes, quitte à transformer les 3 fois 2 minutes en 2 fois 3 minutes et commencer à être un petit peu plus, entre guillemets, gourmand sur ce volume par intervalle. Mais encore une fois, juste vraiment chercher la régularité. Commencer à jouer avec la course en 3-3, donc à 12 km/h à peu près, que j'ai faite, et peut-être faire le 4e kilomètre en 3-3, le 4e kilomètre repasser par 6 minutes en footing, en 4-4, et ensuite refaire le kilomètre suivant en 3-3, un petit peu plus rapide. Et donc alterner un petit peu, pas forcément toujours pousser le curseur au même endroit, dans les mêmes conditions. Peut-être que je pousserai à faire 6, 7, 8 kilomètres, mais tout en footing, sans avoir de course un peu plus rapide, et de revenir sur une séance un petit peu plus courte et un petit peu plus facile la fois d'après. L'idée étant vraiment de garder cet équilibre entre ces différents paramètres. Et avant tout, j'y reviens encore et encore, la régularité. Une chose que je veux rajouter dès la semaine prochaine, c'est des courses en côte. J'ai une belle petite montée dans la forêt juste à côté de chez moi et je veux commencer à utiliser cette inclinée pour pousser un petit peu plus. Et ce que je veux dire par là, c'est pas forcément aller plus vite, mais déjà l'effort est un petit peu différent lorsque tu pousses vers le haut. Ça ressemble plus à des step-up ou même à du vélo qu'à de la course, à proprement parler sur du plat. Et ça va me servir à aussi être un petit peu plus fort au niveau de mes prises d'appui. Et ça, c'est quelque chose qui va être bénéfique sur le moyen long terme. Et c'est aussi quelque chose qui va me permettre de m'exprimer un peu plus dans l'intensité sans nécessairement augmenter trop drastiquement la charge mécanique parce que c'est incliné. Donc, tu n'as pas le fait d'absorber le choc comme tu le fais sur du plat ou encore pire de la descente. Et pire, pas parce que la descente, c'est pas bien, mais parce que quand tu descends, l'impact est plus important du fait de la gravité et de ta direction de course. Donc, sur la côte, en montant, ça va être moins stressant au niveau mécanique. Ce qui fait que je peux augmenter un peu ce curseur métabolique ou de difficulté sans augmenter la charge mécanique. Et en plus de ça, c'est sur un chemin en terre qui va être très mou, qui va être très absorbant et qui va faire que je pourrais vraiment m'envoyer un petit peu plus là-dessus. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire une fois par semaine à partir de la semaine prochaine, en plus des 2 footing slash course tempo, on va dire si on veut l'appeler comme ça, avec en tout cas un petit peu de travail un peu plus soutenu que juste du footing. Et je pense que ça va être mon architecture de course pendant un bon moment. Je pense que avoir une séance facile, une séance un peu plus dure en côte comme je vais faire, avec des intervalles assez courts, mais au final qui ont une dynamique un petit peu différente, plus une intention de vitesse, de pousser, d'avancer un petit peu plus vite sans cette charge mécanique associée. Et une séance un petit peu plus longue aussi en footing. Je pense que si j'arrive à garder cet équilibre, c'est quelque chose qui peut me porter assez loin sur ces 3 séances de course par semaine, sans être trop ambitieux, sans progresser trop vite et en respectant tous les facteurs dont j'ai parlé avant. Un autre point qui, à mon avis, peut être intéressant pour ceux qui débutent en course à pied, j'ai parlé du fait de marcher avant de courir, donc marcher, courir, marcher. Et je pense qu'un autre truc qu'on peut faire pour ceux qui veulent peut-être avoir des séances un petit peu plus grandes dès le départ et qui se sentiraient frustrés de courir que quelques minutes pour démarrer, même si c'est absolument nécessaire et c'est mieux de faire un peu moins qu'un petit peu trop. D'accord ? Le un petit peu moins, ce sera jamais négatif. Il faudra juste être patient. Le un petit peu trop, ça va te ralentir et ça va te forcer à, encore une fois, t'entraîner moins, t'entraîner différemment, être restreint dans ce que tu peux faire et peux pas faire. Donc, je pense que c'est toujours mieux d'être un petit peu sur la retenue parce que ça va te permettre d'être un petit peu plus durable dans ta progression. Mais une chose que tu peux utiliser en parallèle de la course à pied, à mon avis, c'est le vélo. Le vélo, c'est un outil extrêmement intéressant que tu peux venir coupler à la course à pied. Donc, tu peux faire tes exercices de pied, tu les oublies pas, quelques gammes au début de ta course, ton échauffement, un petit peu de footing en fractionné comme on en a parlé jusqu'à maintenant, et tu rentres à la maison, tu as peut-être fait 2 kills, 3 kills,
tu es content avec ta course, mais tu sens que tu as de l'énergie pour faire plus. Mets-toi sur le vélo ou prends ton vélo et sors rouler une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça fait que ta séance devient un petit peu plus longue. C'est un paramètre de plus avec lequel jouer et c'est du travail qui va t'aider par la suite. Parce que si tu as l'habitude de faire 1 heure d'entraînement, même si c'est 10 minutes de course à pied et 50 minutes de vélo, ben forcément, quand ta course à pied devient 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et à terme 1 heure, tu auras déjà ce volume, cette capacité à l'encaisser. Et donc ça, c'est des curseurs sur lesquels on peut jouer qui, je trouve, sont intéressants, notamment avec le vélo. C'est avoir une quantité de travail que tu effectues sur le vélo qui peut être ensuite remplacée par la course à pied progressivement. Comme les vases communicants, on commence avec beaucoup de vélo, un petit peu de course à pied, et peut-être qu'au fur et à mesure, on réduit un peu le vélo et on augmente un peu la course à pied. Ça, c'est si on garde le même volume dans la semaine. Rien ne t'empêche de garder le vélo ici et de monter progressivement la course à pied. Je ne te dis pas que tu ne peux pas augmenter ton volume total de travail. Mais conceptuellement, c'est un outil supplémentaire que tu peux utiliser dans ta progression. À terme, on a parlé de pré-fatigue comme levier de progression. À terme, ça peut être quelque chose que tu utilises avant d'aller courir. Donc, tu fais 1 heure de vélo, tu fais 1h30 de vélo et après, tu vas courir. Alors, tu ne commences pas avec ça. Tu commences avec 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de vélo, facile. Et après, tu vas courir, tu regardes comment tu réagis. On fait un petit peu plus, on va courir, on regarde comment on réagit. On commence à mettre de l'intensité sur le vélo et après, on va courir. Tu regardes comment tu réagis. Donc, ça, encore une fois, progressivité, c'est le maître mot. On ne va pas juste se rentrer dedans parce qu'on peut. C'est toujours facile de le faire, mais est-ce qu'on peut le faire de manière répétée, structurée, durable dans le temps? Ça, c'est toujours le principe à garder en tête. Ce n'est pas la séance qui va faire que tu progresses, c'est la répétition de séances dans le temps et l'accumulation de travail de qualité de manière régulière qui te fera progresser et qui te fera atteindre tes objectifs. Donc, voilà un petit peu pour les idées que j'ai autour de la course à pied actuellement. Alors, très centré sur moi-même et ma situation, forcément. Donc, je serais curieux de savoir si tu m'écoutes encore. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur ta situation actuelle et comment tu penses ou comment tu as commencé à mettre en place de la course à pied. Je me ferai un plaisir de te répondre directement en commentaire aussi avec des conseils si tu as des questions par rapport à tout ce dont on a parlé maintenant. Mais encore une fois, pense au fait que ton contexte, il est important. Ton contexte, il est important et sans ça, on ne peut pas vraiment donner de conseils. Il y a le fameux syndrome de la page blanche chez les coachs où tu dois programmer mais tu ne sais pas quoi faire. Parce que tu as une page blanche, tu dois la remplir, mais par où je commence, comment je structure. Et en fait, le vrai déclic pour ce syndrome de la page blanche, c'est simplement se dire mais non, en fait, c'est pas une page blanche. La page, elle est quasiment remplie déjà. Il y a la personne que j'ai en face de moi, il y a son passé sportif, il y a son présent sportif, qu'est-ce qu'elle fait actuellement dans une semaine d'entraînement ou pas, d'accord, ça te donne le contexte. Quels sont les objectifs et son emploi du temps, parce que ça te donne la direction dans laquelle on va. Et après, forcément, il y a tous les principes qu'on va utiliser, les principes d'adaptation, les principes de récupération, principes d'individualisation, la surcharge, toutes ces choses-là qu'on va mettre en place et qu'on va organiser de manière cohérente vis-à-vis d'une progression, vis-à-vis d'un objectif. Et si ça t'intéresse, eh ben, sache que j'ouvre les portes prochainement pour ma 5e saison du Mastermind Endurance. Si tu n'en as pas entendu parler, c'est ma formation que je donne à distance, formation accompagnée sur 12 semaines pour les coachs prépa physique et les kinés, mais qui est aussi ouverte aux sportifs. On avait d'ailleurs Olivier, un cycliste ultra qui n'est pas coach, qui a participé à la saison 4 et qui, ça l'a vraiment aidé à structurer ses propres entraînements et prendre de meilleures décisions vis-à-vis de sa structure de travail, notamment vis-à-vis de ses challenges, des courses qu'il va faire. Et il a des objectifs de se lancer dans le coaching à l'avenir. Et donc, cette formation va l'aider. Mais donc, si toi, tu veux te former sur l'endurance et notamment la programmation de l'endurance, en parlant de profilage, en parlant de tests, en parlant d'individualisation, en parlant de périodisation, toutes ces choses-là, viens rejoindre ma formation à distance accompagnée. On passe 12 semaines ensemble. Il y a du travail théorique, il y a du travail pratique, il y a des appels de groupe toutes les semaines. Il y a un groupe WhatsApp pour échanger. Vraiment une expérience qui est très, très riche. Et donc, tu retrouveras les informations dans la description
pour cette formation. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te partager un petit peu ma situation actuelle, tous les éléments que j'ai en tête dans cette réflexion de progression vis-à-vis de la course à pied, notamment pour démarrer ou reprendre la course à pied. J'espère qu'ils te seront utiles et je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Ciao.